Beethoven et le pianoforte. Nous allons essayer de découvrir dans cette conférence les instruments que Beethoven a joués, a connus, a possédés, voire a eu à sa disposition. Et par ce fait, nous allons avoir un véritable voyage à travers sa vie et en fait découvrir aussi quels étaient ses rapports avec les facteurs. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ceci étant dit, j'ai essayé de concevoir cette conférence de façon le plus objective possible et ne pas trop aller dans des interprétations, mais vous donner vraiment des informations sur tous les instruments et les facteurs que Beethoven a connus. Donc nous allons commencer par ce facteur Johann Andreas Stein, qui a été le premier avec lequel Beethoven a été en contact. Nous voyons ici une photo d'un instrument de Stein de 1786. Voilà, Johann Andreas Stein était né en 1728 et c'est tout d'abord un facteur d'orgue qui s'intéresse très rapidement à la facture du pianoforte. Il s'installe à Augsbourg, dans le sud de l'Allemagne, en 1750. Son intérêt pour le pianoforte peut avoir été encouragé à l'époque par deux compositeurs, Seifert et Johann Gottfried Eckart. Ce dernier s'est installé à Paris en 1758 et Stein l'a accompagné pour un voyage de 2 mois. Il découvre certainement sur place le modèle de mécanique complexe du facteur parisien Jean Marius, où les sauteraux de clavecin étaient combinés à des marteaux dans une même mécanique. Stein évolue après la facture d'instruments en vis-à-vis, c'est-à-dire d'avoir un clavecin et un pianoforte dans la même caisse. Il se concentre sur le pianoforte à queue. Après 1783, il fabrique des instruments à queue environ de 2 mètres de long, un clavier noir pour les touches du bas et blanc pour les touches du haut. La tessiture est de 5 octaves et elle va du Fa 1 au Fa 3. La mécanique est une Prellzungenmécanique et en fait c'est le principe qui va donner ensuite la mécanique viennoise. Le marteau est donc rattaché directement à la touche grâce à une fourchette qu'on nomme le Kapsel, qui lui-même est mis en mouvement grâce au fait que la touche va bouger et à la résistance de l'échappement à l'arrière de la touche. C'est un principe très important puisque ce principe de la mécanique viennoise va rester présent tout au long de la vie de Beethoven et nous allons très souvent revenir à des instruments qui jouent par ce principe-là. Voilà, Beethoven connaissait dès son jeune âge les instruments de Johann Andreas Stein, à l'époque où il vivait à Bonn, car presque tous jouaient les instruments de Stein dans cette région. Lui-même reçoit un Stein en cadeau du comte Waldstein en 1788 et il était donc familier des possibilités et des limites de ces pianoforte. Remarque, Beethoven avait aussi en 1787, sur son trajet vers Vienne, visité l'atelier de Stein et il avait été très impressionné par le travail de Stein et, détail non sans importance, s'était lié d'amitié avec Nanette, sa fille. Beethoven quitta Bonn le 2 novembre 1792 et arriva à Vienne le 10 novembre 1792, peu avant son 22e anniversaire. Et Vienne devait devenir son lieu de résidence permanent. Et là, j'ouvre une parenthèse, puisque nous allons nous intéresser à la famille Streicher, c'est-à-dire Nanette, la fille de Stein, dont je viens de vous parler, et son mari Johann Andreas Streicher vont jouer un rôle déterminant tout au long de la vie de Beethoven. Et donc, j'ai envie de vous raconter un petit peu plus de leur histoire dans une parenthèse un petit peu développée. Nous allons voir ici un portrait de Nanette. Nanette Streicher, née Stein, et son frère Matthäus reprennent la firme du père Stein, dont vous avez vu l'instrument précédemment, après son décès en 1792. Donc vous voyez que là, il y a un moment charnière
au moment où finalement Beethoven décide d'aller à Vienne, nous avons aussi finalement une reprise de la firme de Nanette et de son frère de la firme Stein. Et qu'est-ce qu'on constate? En 1794, ils déménagent leur atelier à Vienne, où ils espèrent profiter du développement exponentiel du marché du pianoforte. Juste avant ce déménagement à Vienne, en ce qui les concerne, Nanette se marie avec Streicher. Streicher, à ce moment-là, c'est un pianiste, c'est un professeur de piano et un arrangeur de musique originaire de Stuttgart. Nous voyons donc ici le portrait de Johann Andreas Streicher. La firme Frères et Sœurs Stein à Vienne a beaucoup de succès. En 1802, ils décrochent un contrat d'exclusivité avec Breitkopf & Hartel de Leipzig, ce qui leur permet d'augmenter leur chiffre d'affaires pratiquement sur tout le marché allemand. La même année, malheureusement, un conflit s'annonce entre le frère et la sœur au sein de la firme, qui se solde par un schisme entre eux. Nanette décide de continuer la firme seule. Andreas, son mari, avait encore l'année d'avant écrit un manuel d'utilisation et d'entretien des instruments de sa femme, qui est resté très connu, Kurze Bemerkungen über das Spiele, Stimmen und Erhalt der Fortepiano, en 1801. Nanette demande à Streicher, son mari, de la rejoindre dans la firme de fabrique de pianoforte. Il s'éduque dans la facture instrumentale et dirige la firme, mais n'oublions jamais que Nanette va en rester le cerveau. Et donc la firme va s'appeler assez longtemps Nanette Streicher née Stein. Nous avons ici une photo, ou disons plutôt une gravure, de la salle de concert de la fabrique Streicher à Vienne. On se situe un petit peu plus tard dans l'histoire, vous voyez, par rapport à la forme et la taille des pianos, mais j'ai trouvé ça important de vous montrer cette salle, puisque cela révèle l'immense succès qu'ils vont avoir. Ils organisent des concerts privés, ils offrent un forum aux jeunes pianistes à Vienne, et ils construisent donc un auditorium en 1812 avec une scène pouvant recevoir un grand orchestre et 300 places pour le public. Je vous lis, alors nous revenons un tout petit peu à Beethoven et Streicher, plutôt dans l'histoire, 1796, là où nous étions arrêtés, un peu plus tard que le déménagement de Beethoven à Vienne. Cher Streicher, avant-hier, j'ai reçu votre fortepiano, qui est un instrument vraiment excellent. N'importe qui tâcherait de le garder, mais moi, et maintenant vous allez bien rire, moi je vous tromperais si je ne vous disais qu'à mon avis, il est beaucoup trop bon pour moi. Et pourquoi? C'est parce qu'il me frustre de la liberté d'obtenir mon propre ton. Mais naturellement, cela ne doit pas vous détourner de fabriquer tous vos fortepianos de la même façon. Car il y a sans doute très peu de gens qui se laissent prendre d'une lubie comme la mienne. Donc, cette lettre nous montre un tout petit peu la façon de Beethoven de s'adresser finalement aux facteurs qu'il aime beaucoup et avec lesquels il essaye finalement d'établir un rapport de motivation et surtout d'essayer de comprendre pourquoi lui trouve le ton bizarre alors que peut-être d'autres pianistes sont très heureux avec. Et à cette époque-là, nous pouvons constater qu'en effet, il n'a pas forcément donc un instrument de Streicher, mais il va s'adresser plutôt à Walter, Anton Walter. Nous voyons ici un portrait de ce facteur viennois. À cette époque, Beethoven connaissait les instruments de Anton Walter, grand facteur aussi installé à Vienne vers 1780. La plupart des instruments conservés jusqu'à nos jours de Walter datent en effet des années 1790 et plus. Ce qui est sûr,
c'est qu'il est à ce moment-là le concurrent principal de Streicher à Vienne. Et d'après Czerny, dans ses Erinnerungen, Beethoven avait un Walter à son domicile, à l'étage, à Tiefengraven, à Vienne, vers 1800. Czerny parle d'un Walterchen fortepiano, damals die Beste, lorsqu'il visite pour la première fois Beethoven à ses 10 ans. Nous allons donc pouvoir regarder une belle photo d'un Walter de 1795 qui est donc très représentatif pour l'instrument que Beethoven connaît à cette époque-là. Et pourquoi Walter et pas Streicher à ce moment-là? Qu'est-ce qui caractérise Walter comme facteur? Walter a placé les éclisses qui se trouvent être sous la table d'harmonie, il les a fait plus larges et plus éloignées du chevalet. Il introduit la fourchette Kapsel en messing dans la mécanique et non plus en bois, comme c'était le cas chez Stein. Et ça permet une accélération décuplée dans le clavier. Il amène aussi la trappe marteau sous forme de liste recouverte de cuir. Et tous ces éléments techniques, bien qu'ils soient, entre autres, permettent d'acquérir un jeu brillant, une répétition très efficace, un son plus puissant et font évoluer l'idéal des sonorités vers une autre école qui s'annonce plus virtuose. Les registres différenciés sur le clavier restent cependant fidèles à l'esthétique viennoise, jusque-là très très précis, des tessitures très définies, comme un chœur à 4 voix ou un quatuor. Les instruments de Walter, au niveau de la tessiture, à ce moment-là, vont sur 5 octaves, du Fa au Fa, ou éventuellement du Fa au Sol aigu. Nous avons une lettre que Beethoven a écrite à Nikolaus von Domane Novacek en 1802. Vous pouvez, mon cher, si vous voulez, passer à Walter une bonne dose de la question qui me préoccupe. En premier lieu, c'est ce qu'il mérite, c'est plus encore, où l'on a commencé à croire que mes relations avec Walter étaient tendues. Toute la tribu des fabricants de pianos grouille autour de moi pour m'offrir ses services, et gratuitement. Chacun d'eux veut me faire un piano comme je le souhaite. Aussi Reicha a-t-il été chaudement prié par celui qui a fait son piano de me convaincre qu'il devrait aussi m'en faire un. Faites donc comprendre à Walter que je lui paierai 30 ducats, tandis que chez tous les autres, je peux l'avoir pour rien. Cependant, ces 30 ducats, je les lui donne, seulement à condition que le piano soit en acajou, et en outre, j'insiste pour que la tension à une corde soit aussi disponible. Par là, il entend le registre una corda. On s'aperçoit dans cette lettre qu'en fait, et c'est quelque chose qui va revenir plus souvent dans la vie de Beethoven, il ambitionne d'acheter un instrument, il veut acheter un instrument, et en même temps, sachant sa réputation, tous les facteurs veulent en offrir un. Et de ce fait, il a beau avoir un goût particulier pour l'un ou l'autre, son hésitation va rester très souvent grande par rapport à l'achat, sachant qu'il faut se rendre compte que 30 ducats qu'il offre à Walter, c'est trop peu, c'est beaucoup trop peu pour un instrument à cette époque-là. À la fin de cette lettre, on peut voir qu'il nous dit dites-lui clairement que je m'en procurerai un chez un autre, à qui je passerai la commande et que je mènerai en attendant chez Haydn pour lui faire voir ce genre de piano. Aujourd'hui, un Français que je ne connais pas vient chez moi vers midi. Ce Français serait-il un représentant d'Erard? Très probablement, puisque nous sommes en 1802. Et un nouvel instrument va apparaître dans la vie de Beethoven en 1803. C'est un cadeau du facteur Erard. Certaines sources parlent d'un cadeau qui aurait été fait par l'intermédiaire du prince Lichnowsky, d'autres par le facteur lui-même.
En effet, Erard, grand facteur parisien, avait conçu une nouvelle mécanique dans ses pianos à queue, le mécanisme à échappement simple. Il avait constaté en fait que le mécanisme anglais classique utilisé à ce moment-là à Paris, dit à pilote, était peu adapté à l'instrument à queue, et il recherchait une mécanique permettant d'utiliser de façon optimale la plus grande puissance d'une longue table d'harmonie. Dans la brochure éditée en 1834 par la firme Erard, qui s'appelle Perfectionnement apporté dans le mécanisme du piano par les Erard, il est décrit qu'à la période donc dont nous parlons, les dernières années du XVIIIe siècle, la mécanique viennoise avait été pour un temps à la mode à Paris. Phénomène certainement dû aux visites des grands virtuoses et compositeurs dans la capitale. Donc la mécanique viennoise est décrite par les Erard comme ayant l'avantage d'une grande facilité, légèreté de jeu et répétition, et la mécanique anglaise de précision et beauté de son. Là, on a donc une interprétation de l'esthétique parisienne vis-à-vis d'une esthétique viennoise, sachant bien sûr que pour les Viennois à ce moment-là, leur son était aussi très beau et très précis. J'insiste là-dessus, puisque cette antagonie va se perpétuer presque encore pour 2 décennies dans l'histoire de Beethoven, de ses instruments et des rapports avec les facteurs. Nous avions pu voir le portrait de Sébastien Erard et nous passons à la photo de l'instrument qu'il offre à Beethoven en 1803. On peut s'imaginer que Beethoven est très intéressé par ce nouvel instrument. D'abord parce que Erard pense avoir conçu sa nouvelle mécanique à échappement simple comme une véritable réponse au problème des mécaniques anglaises qui parfois avaient une réponse trop lente et trop lourde. D'autre part, si l'on se rappelle la lettre que Beethoven avait faite à Walter, ou en parlant en tout cas d'une commande éventuelle chez Walter, on constate que l'instrument de Erard est en acajou. Il est cordé complètement à 3 cordes, ce qui est exceptionnel pour l'époque, et il a 5 octaves et demie, c'est-à-dire qu'il va du Fa au Do aigu, ce qui amène beaucoup de nouvelles possibilités pour Beethoven, et d'autre part, ce pianoforte a 4 pédales. La pédale forte, les étouffoirs, le moderator, l'una corda et encore une sourdine supplémentaire. Cette tessiture agrandie et ce modèle de pianoforte alliant quelque part différentes esthétiques pour ce moment-là précis de l'histoire a pu être très attractif pour Beethoven. Et on s'aperçoit en effet, en 1803-1804, que tout d'un coup les sonates pour pianoforte de Beethoven élargissent leur tessiture. On pense à la Waldstein, opus 53, ou la Passionata, opus 57. Toutefois, il est quand même, du coup, quand on arrive à ce moment-là de la vie de Beethoven, très intéressant quand même de constater que les 20 premières sonates pour pianoforte sont tout à fait adaptées au pianoforte viennois à 5 octaves de Walter, et que donc Beethoven, jusqu'à ses 33 ans, compose pour un instrument qui, à l'heure actuelle, peut nous paraître très ancien par rapport à la modernité de son langage. Là, je pense qu'il faut se replacer dans le contexte d'une modernité de l'époque. Walter est considéré comme un facteur moderne et innovant, Streicher étant vu plutôt à ce moment-là à Vienne comme conservateur. Pour Beethoven, la modernité dans le cadre des 5 octaves va se jouer sur la recherche des extrêmes. Il utilise encore plus que ses prédécesseurs toutes les possibilités extrêmes de la tessiture du clavier, les tensions possibles dans la balance acoustique de l'instrument, et va donc livrer une vision de l'instrument pianoforte viennois très abouti, tendu, très varié et riche.
Le temps passe et cependant jouer sur cette mécanique d'Erard semble finalement ne pas convenir à Beethoven. Encore une fois, c'est Streicher qui nous donne un élément de réponse. Dans une lettre de Streicher à Hartels en 1805, 2 ans après 1803 donc, Streicher refuse de répondre à la demande de Hartels de construire des instruments de type anglais. Et Streicher se justifie en expliquant les problèmes que Beethoven rencontre avec son instrument d'Erard. Il explique que Beethoven a déjà par 2 fois essayé de faire changer son instrument, mais que la facture de l'instrument ne permet pas vraiment de changer la mécanique. Les travaux sur la mécanique ont donc été les suivants. Rallonger la touche de 1,2 cm, déplacer le point de balance vers l'avant, entre autres. Et tout cela pour avoir une profondeur de clavier de 6 mm au lieu de 8 mm et demi. En plus, les marteaux avaient été gardés à nouveau de cuir. Quand on regarde ces paramètres, il veut donc revenir à un enfoncement typiquement viennois, revenir à la légèreté typiquement viennoise, tout en essayant d'obtenir plus de son et éventuellement donc de garder certains aspects du son de l'instrument anglais. Et donc malheureusement, dès 1810, on peut constater que Beethoven veut quelque part se débarrasser de son instrument. Erard, je vous lis 2 lettres à ce propos. Cher Streicher, on est le 18 septembre 1810. Comme je serai de retour à Vienne vers le début d'octobre, faites-moi savoir si je peux avoir de nouveau un de vos pianos. Mon piano français ne sert plus à grand-chose. En fait, il est presque inutile. Peut-être pourriez-vous me conseiller où le placer. Nous vivons ici au milieu de tant de distractions que même nos pensées, comme des nuages, se dispersent toujours. Je peux donc ajouter seulement que je vous saurai gré d'avoir l'amabilité de répondre à ma question. Je resterai ici jusqu'à la fin de septembre. Mes meilleurs compliments à votre femme de la part de votre ami Beethoven. Pas très longtemps plus tard, on est seulement à la mi-novembre 1810, nouvelle lettre à Streicher. Vous m'aviez promis que vous m'auriez fait avoir un piano pour la fin octobre. Nous sommes déjà à la moitié de novembre et je n'ai encore rien eu. Jouer sur un bon instrument ou ne pas jouer du tout, telle est ma devise. Quant à mon piano français, qui est sans doute tout à fait inutile à présent, je me fais encore scrupule de le vendre, car c'est réellement un souvenir dont jusqu'ici personne ne m'a fait l'honneur à Vienne. Quant au déménageur, au cas où l'instrument aurait subi d'autres dégâts lorsqu'il était encore en ma possession, ce qui est bien possible vu les conditions de mon logis à ce moment-là, faites-le moi savoir en toute franchise. Je suis prêt à vous dédommager. Et il y a un petit post-scriptum à la fin de la lettre. À propos, ma maison étant plus en ordre à présent, votre instrument ne sera sûrement pas endommagé. Alors, en effet, Beethoven semble en 1810 très heureux des instruments de Streicher qu'il a pu jouer. Et rien ne nous indique avec certitude que Beethoven a possédé le fameux Streicher en question dont il demande à Streicher de l'envoyer. Mais dans cette lettre dernière de 1810 et une plus tard de 1817, on comprend peut-être aussi qu'un prêt a pu être effectué ou une location, ce qui paraît déjà aussi d'usage à Vienne à cette époque-là. D'autre part, il est très probable que les mains échanges entre Beethoven et Streicher avant 1810 ont conduit Streicher à un peu réévaluer sa facture instrumentale, et même s'il ne veut pas copier les Anglais, comme je l'ai dit auparavant, il est prêt à réévaluer un petit peu sa facture et à essayer de donner satisfaction aux amateurs de ces pianos-là en adaptant tout de même certains éléments. Nous allons passer à un piano forte, qui est le piano forte de Fritz, ici en photo, 1811. Il fait partie des instruments qui sont très 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 typiques pour cette époque-là à Vienne.
Fritz, c'est un facteur viennois très, très reconnu à ce moment-là. Il fait aussi évoluer la facture sur 6 octaves, 4 pédales le plus souvent au moins, un son bien plus développé et puissant que les instruments autour de 1800. Et il soutient aussi la comparaison et la concurrence avec des facteurs comme Chance, Rosenberger, Rothman, etc. Donc quand nous voyons en fait cette photo, on peut donc constater que ça c'est un instrument extrêmement représentatif pour cette école viennoise autour de 1810 jusque vers 1815, qui va garder la mécanique viennoise en tant que telle au niveau du principe, mais va augmenter la profondeur des touches, la tessiture et le volume entre autres. Voilà, nous sommes dans l'univers finalement de Beethoven à ses 40 ans. Je vais passer à la photo d'un pianoforte de Streicher. Alors ici on est sur plutôt la période 1820, mais comme ça cela vous donne une idée comparative avec le Fritz. On a à peu près 10 ans d'écart avec le Fritz. Et nous allons nous intéresser un tout petit peu à cette iconographie, à cette gravure de la chambre de musique chez Beethoven. Dans la lettre que j'ai citée précédemment, nous comprenons que Beethoven a vraiment une vie domestique éventuellement chaotique. Ma maison étant plus en ordre à présent, votre instrument ne sera sûrement pas endommagé. On a un autre témoignage, un Français, le baron de Trémaux, qui le visite à Vienne en 1809 et fait une description pour le moins pittoresque du désordre qui régnait dans l'appartement de Beethoven. Lorsqu'on regarde cette gravure, on l'imagine. La fenêtre grande ouverte, le piano submergé d'objets, de partitions, de tissus, et un intérieur en effet assez chaotique. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on reconnaît le Brotwood que Beethoven va posséder plus tard et dont je vais vous parler plus loin dans la conférence. Donc, je m'intéresse un tout petit peu à cette partie-là parce qu'il y a des aspects qui sont intéressants. Il semble que Matthäus Stein, qui est donc, si on se rappelle bien, le frère de Nanette Streicher, avec qui elle était associée au tout début de leur firme, fut pour une longue période l'accordeur chez Beethoven. Et ce qui à l'époque n'était pas si courant, le musicien accordant encore très souvent lui-même l'instrument. Et ceci étant dit, n'oublions pas que la surdité grandissante de Beethoven l'a certainement aussi beaucoup handicapé quant à ce type de pratique de l'accord. Et quand on considère ces éléments-là, il se peut très bien que Beethoven n'ait pas donné l'attention nécessaire aux instruments qu'il avait à son logis, ou que ces logis n'apportaient pas le confort nécessaire aux instruments. D'autre part, à plusieurs reprises, certains soulignent la négligence de sa mise. On a une description de Czerny en 1801, une barbe de plusieurs jours, une crinière sauvage, un veston et un pantalon en poil de chèvre. ... Et on peut en effet constater que certaines périodes de sa vie correspondent aussi à des périodes extrêmement difficiles. Testament de Heiligenstadt, 1802, rupture avec Thérèse de Brunswick, vers 1810. Et donc c'est quand même intéressant d'essayer de voir pourquoi son rapport avec l'instrument est complexe, pourquoi les instruments ne sont pas forcément soignés quand ils atterrissent chez lui. Un autre aspect, bien sûr, sa surdité. On sait que le mécanicien Menzel, l'inventeur du métronome, autour de 1814, commence à fabriquer des instruments acoustiques pour aider Beethoven à mieux entendre. Surtout par rapport aux conversations qu'il pourrait avoir avec ses amis. Son ouïe s'est donc fortement dégradé. Je vous lis une lettre
qui date de 1817, où Beethoven s'adresse à Nanette Streicher. Ma chère amie, j'ai reçu votre lettre ici et par elle confirmation de votre malheureuse chute. J'espère que cela ira bientôt mieux. Des bains chauds et tièdes guérissent toutes les blessures. Le mauvais temps d'avant-hier m'a empêché, alors que j'étais en ville, d'aller vous rendre visite. Je suis rentrée précipitamment hier matin, mais je n'ai pas trouvé mon valet chez moi. Il avait même emporté avec lui la clé de l'appartement. Il faisait très frais et j'étais venue de la ville sans avoir rien sur moi qu'un mince pantalon. J'ai dû ainsi traîner au hasard durant 3 bonnes heures. C'est ce qui a nui à ma santé et m'a rendue malade pour tout le reste de la journée. Vous avez là un exemple de la manière dont on est servi par les domestiques. Aussi longtemps que je serai malade, j'aurai besoin d'avoir d'autres rapports avec d'autres personnes. J'ai beau en général aimer la solitude, elle me fait mal en ce moment. D'autant plus qu'il m'est à peine possible, avec tous ces médicaments à prendre et ces bains, de me livrer à mes occupations habituelles. Il faut ajouter encore l'angoissante appréhension que ma santé ne s'améliorera peut-être jamais plus. J'ai des doutes sur mon médecin actuel, qui a fini par diagnostiquer dans mon état une infection pulmonaire. Quant à engager une femme pour tenir la maison, je dois encore y réfléchir. Si malgré toute la corruption morale de l'État autrichien, on pouvait être à peu près sûr de pouvoir compter sur une personne honnête, la question serait vite résolue. Mais, maintenant j'ai une grande faveur à demander à Streicher, votre mari. Veuillez le prier en mon nom d'avoir l'amabilité de mettre un de ces pianos plus à la portée de ma faible ouïe. J'ai absolument besoin d'un instrument qui résonne avec le plus de force possible. Depuis longtemps, je me proposais d'acheter un de vos pianos, mais pour l'instant, cela grève trop mon budget. Peut-être pourrais-je le faire dans quelque temps. Jusque-là, je désirerais que vous m'en prêtiez un. Je ne demande pas du tout que ce soit gratuitement, je suis prêt à payer d'avance, en monnaie conventionnelle, ce que vous recevez d'ordinaire pour 6 mois de location d'un piano. Peut-être ignorez-vous que bien que je n'ai pas toujours eu un piano de votre fabrication, c'est néanmoins pour les vôtres que je garde une préférence particulière depuis 1809. Streicher seul serait à même de m'envoyer le genre de piano dont j'ai besoin. Il m'est difficile en général d'accommoder autrui car je suis plus habituée à faire quelque chose pour les autres qu'à demander aux autres de faire quelque chose pour moi. Les offres que vous me ferez à ce sujet seront acceptées et je souscris volontiers à vos conditions. Grand merci pour les 20 guldes que vous m'avez prêtés. La cuillère aussi, je vous renvoie, est là qui suit. Je vous verrai quelques instants sous peu. Mes salutations à tous ceux de chez vous, votre ami et serviteur. Louis van Beethoven. Cette lettre est très riche et j'ai tenu à vous la lire parce qu'elle démontre aussi la proximité des rapports entre Beethoven, Nanette, Streicher, même si on voit l'évolution différente parfois dans ses intérêts pour d'autres instruments. Et que se passe-t-il suite à cette lettre de 1817, où donc Beethoven s'enquiert éventuellement d'un instrument de Streicher? Un petit peu un coup de théâtre, Brotwood, le facteur londonien, décide d'offrir un instrument à Beethoven. Vous voyez ici un portrait de John Brotwood, qui est le père de Thomas. Brotwood étant un facteur qui a travaillé avec ses fils, la firme s'appelant Brotwood & Sons. Il est établi à Londres depuis plusieurs décennies, c'est un grand facteur de Londres, et il exporte ses instruments dans toute l'Europe, à grande force de publicité, mais comme beaucoup d'autres, Clementi et Erard, entre autres, et il, pour la plupart, exporte déjà jusqu'à la cour de Russie, par exemple. Dans cette optique, Thomas Brotwood fait cadeau à Beethoven d'un instrument flambant neuf. On pense toutefois que c'est à l'instigation de certains autres virtuoses, Kalkbrenner, Ries, Kramer, qui étaient eux bien familiers des instruments anglais.
L'instrument de Brotwood de 1817 a 6 octaves, mais contrairement aux instruments viennois qui vont du fa au fa, lui a 6 octaves allant du do au do. Nous avons ici la lettre de Beethoven envoyée à Brotwood pour le remercier suite au fait qu'il a eu la nouvelle qu'il va recevoir l'instrument. Cette lettre est très intéressante puisqu'elle est écrite en français. Beethoven écrit à Brotwood en français. La langue, à l'époque, très internationale au niveau européen. Donc Beethoven réagit très enthousiaste à cette surprise qui est très bienvenue. Et cette lettre datant de 1817 promet en fait de faire un retour du fruit de l'inspiration des premiers moments à Brotwood. Et Beethoven ne le fera jamais. Selon la correspondance de Beethoven, on s'aperçoit que le transport passant par Trieste, en Italie, et donc devant franchir des douanes, prend énormément de temps. 6 mois à partir du départ en décembre de Londres. L'instrument arrive en juin, mais doit être directement livré chez Nanette Streicher, car il a souffert durant ce très long transport. Il faut re-regarder le réglage, il y a quelques réparations et des accords à faire. Nous allons donc pouvoir voir cet instrument, le Brotwood de 1817, ici en photographie. Quand l'instrument arrive, Beethoven, qui est déjà extrêmement handicapé par son ouïe, demande au pianiste londonien Potter, présent à ce moment-là à Vienne, d'essayer l'instrument pour lui. D'après Potter, l'instrument est assez lourd de mécanique, très désaccordé, mais possède un très beau son. Ceci étant dit, Beethoven utilise l'instrument, le prête, le loue pour des concerts à Vienne. En 1823, Matthäus Stein a déjà effectué plus que des réparations, 6 ans après l'arrivée de l'instrument. Il a changé des cordes, il a collé des marteaux, il a réparé la table d'harmonie. Si la table d'harmonie a dû être réparée, là, le jeu en lui-même de Beethoven en tant que pianiste n'est pas en cause, mais bien plutôt les conditions de conservation et éventuellement les transports et les conditions climatiques. En 1824 déjà, il semble que l'instrument, d'après Stumpf, le fabricant de harpe anglais, soit très abîmé. Après la mort de Beethoven en 1827, l'instrument atterrit chez Spina, c'est un magasin musical à Vienne, dans le but d'être vendu. Cependant, on peut s'imaginer la facture d'instruments ayant déjà beaucoup évolué, 6 octaves et demi par exemple, à la place des 6 octaves, et les octaves n'étant pas les mêmes à Vienne qu'à Londres, qu'il ne trouva pas d'acheteur à Vienne et le donna en cadeau à Liszt comme reliquat. Liszt, à son tour, le donna au Musée national hongrois à Budapest en 1874. Nous allons donc passer un petit peu sur la toute fin de la vie de Beethoven et le dernier facteur, finalement, avec lequel il a été en contact. Ce facteur s'appelle Conrad Graf. Nous voyons ici son portrait. Conrad Graf s'avère être à cette époque le plus grand producteur viennois de pianoforte. Là, je parle des années 1825-1830. Il est fournisseur de la cour impériale à partir de 1824. Il fabrique des instruments robustes, développe les caisses des instruments plus lourde, plus renforcée, augmente la taille des marteaux, la longueur des touches, mais ceci dit, il reste un fidèle fabricant de la mécanique viennoise, pure. N'utilise que très peu de renforts métalliques, table d'harmonie, sommier, comparé aux Anglais. Et beaucoup de compositeurs jouent ces instruments qui s'exportent aussi. Et on en retrouve le plus souvent encore de nos jours, beaucoup en Italie et en Allemagne.
La photo que nous voyons ici de Graf est un Graf un peu plus tardif, 1835. Mais donc, le dernier instrument que Beethoven a eu chez lui est un prêt de Graf autour de 1825. Là, Graf aurait expérimenté avec 4 cordes dans les aigus et procédé ambitionnant en fait plus de volume, peut-être aussi pour répondre d'une certaine façon à cette exigence récurrente chez Beethoven, plus de volume dans les aigus, et on s'imagine bien que ces surdités en étaient pour une grande partie la cause. Et ce procédé des 4 cordes n'a pourtant pas donné les résultats escomptés. Streicher avait déjà prévenu Beethoven dans une lettre déjà autour de 1820 sur la limite du gain éventuellement obtenu. D'ailleurs, on ne retiendra plus les 4 cordes comme étant une possibilité de volume dans la facture des instruments plus tardifs. D'autres procédés vont aider à développer le volume dans les aigus, et ce sera d'une certaine façon la barre harmonique, brevetée par Erard, et puis plus tard le capotasto. Conclusion, nous y arrivons. Les différents et multiples paramètres ayant joué un rôle dans le chemin parcouru par Beethoven dans son rapport au pianoforte imposent, je pense, de la prudence et de l'humilité dans les conclusions à tirer. Puisque, comme vous l'avez entendu, la diversité des instruments se situe sur plusieurs niveaux. Chronologiquement, premièrement, l'évolution de la facture française-anglaise dans sa logique propre entre 1780 et 1830. De la même façon, chronologiquement, l'évolution de la facture viennoise dans sa logique propre entre 1780 et 1830. Les influences des voyageurs colportant les informations d'une école de facture à l'autre. Beethoven essayant de stimuler les Viennois à introduire des éléments anglais tout en voulant sans cesse revenir aux éléments viennois qui lui manquaient chez les Anglais. Beethoven et son domicile plutôt chaotique, son caractère impatient, impétueux, peut-être peu enclin à prendre soin d'eux, son temps étant aussi très très compté comme compositeur. On pense à toutes ses compositions d'opéra, d'orchestre et tutti quanti, et son intérêt instrumental très diversifié. N'oublions pas aussi qu'il jouait du violon, et si l'on voit la collection du musée de Bonn, Beethoven, on s'aperçoit qu'il avait une très belle collection d'instruments à cordes, surtout violon alto. Et puis, tout dernier aspect de tous ces paramètres qui influent sur le rapport de Beethoven avec l'instrument, clavier, c'est l'évolution de sa surdité. Donc on s'aperçoit dans ses rapports avec les facteurs, il y a une recherche permanente d'adapter l'instrument, de s'adapter lui à l'instrument, mais aussi de découvrir de nouveaux sons, et souvent quand même, éventuellement, malheureusement, de constater que sa surdité prend le dessus, malgré tout. Pour autant, son histoire, elle est absolument symptomatique. Elle éclaire en fait le rapport entre un grand compositeur musicien et les facteurs d'instruments de son époque, l'influence, ou même plutôt la synergie, donc un rapport égal à 2 sens qui s'installe et se fait et se défait. Les changements dans la facture qui amènent de nouveaux éléments, mais qui par définition en font perdre d'autres. Les oppositions des esthétiques de son et de goût dans des régions diamétralement opposées. Il est probable que ce type de situation ait été propice à la création chez Beethoven. Chaque nouvel instrument amenant de nouveaux éléments sonores. Et si l'on veut regarder positivement son histoire, on peut en fait se réjouir du fait que son inspiration ait été renouvelée et décuplée par chaque nouveau clavier.